Donc, bienvenue au webinaire du GRIP. Merci à vous tous et toutes d'être là. Mélanie Gay, dans le fond, je travaille à l'Université du Québec au siège social. J'avais juste un petit mot à vous dire par rapport à l'importance de laisser vos micros fermés. Si vous voulez poser une question, dans le fond, levez la main. Il va y avoir quand même, là, Lamia vous expliquera avec Julienne tantôt là, des périodes là, spécifiques pour les questions. Il y a toujours l'espace le QR questions-réponses que vous pouvez aussi utiliser pendant la rencontre. Donc, je laisse la parole à ma collègue Lamia. Bonjour, je suis bien contente de vous voir aujourd'hui. Ça fait longtemps que ce webinaire était programmé, donc c'est aujourd'hui le grand jour. Donc, je m'appelle Lamia Tazi, je suis conseillère pédagogique à l'École de technologie supérieure. Je suis membre du GRIP et en même temps présidente du GRIP, qui est le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique du réseau de l'Université du Québec. Et c'est moi qui ai l'honneur d'animer ce webinaire aujourd'hui qui portera sur la motivation. On a avec nous deux personnes enseignantes qui travaillent à l'École de technologie supérieure, donc Julienne Bissou-Bilong et Jean-François Bolland, qui partageront les effets d'un atelier de formation offert à des membres du corps enseignant sur la motivation et l'engagement des étudiants et des étudiantes à l'ETS. Donc, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Julienne et Jean-François. Mais je vais quand même prendre quelques minutes, si vous êtes d'accord, pour vous présenter l'une et l'autre. Donc, Julienne est candidate à la profession d'ingénieure et elle est chargée de cours en chimie au département des enseignements généraux à l'ETS. Julienne cumule plus de 20 ans d'expérience en enseignement en génie appliqué et en recherche-développement dans le milieu industriel. Elle a occupé le poste de coordonnatrice de projet du programme de baccalauréat en génie chimique Euh, et du projet. ah, ça l'a coupé un petit peu si Pardon? tu veux reprendre OK, ça l'a coupé OK, un petit peu si tu veux reprendre ta parfait. dernière phrase. Parfait. Donc, elle a occupé le poste de coordonnatrice de projet du programme de baccalauréat en génie chimique et du projet de la collaboration pour l'ingénierie enseignée en ligne au Canada. Multidisciplinaire, elle détient une maîtrise en génie chimique, un diplôme de troisième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur avancé et elle est aussi doctorante au doctorat professionnel en éducation à l'Université de Sherbrooke. Elle se démarque par ses contributions en pédagogie universitaire et pour son implication sociale. De 2016 à 2020, elle s'est impliquée dans l'organisation du rituel d'engagement des ingénieurs et ingénieurs féminins qui existe depuis plus d'un siècle à travers la Société des Sept Gardiens pour la section 2 de Montréal. En 2020, elle a coordonné la mise en place du regroupement CIL REFAG, une communauté de représentants de 14 des 16 écoles de génie francophones au Canada, structurant la transition numérique et l'innovation pédagogique tout en renforçant durablement l'engagement de la communauté enseignante dans la création de ce nouveau réseau. Elle est reconnue pour son engagement à soutenir la réussite étudiante et pour sa collaboration dans l'élaboration de méthodes pédagogiques contributrices à l'excellence académique et à l'innovation pédagogique. Convaincue que l'apprentissage et l'enseignement efficace nécessitent la motivation et l'engagement de l'ensemble de la communauté universitaire, elle œuvre à créer des environnements favorisant ces conditions essentielles. Jean-François, quant à lui, est ingénieur et professeur titulaire en génie électrique à l'ETS. Monsieur Bolland cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'enseignement et la recherche en génie appliqué, dont 10 années en gestion académique. Il détient une maîtrise et un doctorat en génie électrique, ainsi qu'une maîtrise exécutive internationale en administration des affaires. Lauréat de 2 prix d'excellence de l'ETS en enseignement et pour les services à la communauté, il s'est démarqué par ses contributions en pédagogie universitaire et pour son implication sociale. En 2022, il a été nommé ambassadeur ETS honoraire en reconnaissance de sa contribution exemplaire à la communauté universitaire en tant que diplômé de l'ETS. Il est reconnu pour son engagement envers l'excellence académique, l'innovation pédagogique et la formation responsable de la relève en génie au Québec. Convaincu que l'ingénieur a un rôle clé à jouer face aux défis climatiques, il milite pour une pratique durable et régénérative de la profession.
Enfin, son expérience internationale lui confère une perspective globale et une approche interculturelle du leadership académique. Donc, Julienne et Jean-François, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et avant de vous céder la parole, je vais prendre quelques secondes juste pour informer ceux et celles qui voudraient poser des questions. À la fin de chaque partie, je vous mentionnerai le moment où vous aurez la possibilité de poser vos questions, donc oralement. Julienne, au début, prendra 1 à 2 questions entre les parties un peu plus théoriques, puis on pourra faire la même chose à la suite de la prise de parole de Jean-François. Si vous voulez poser vos questions de vive voix, je vous encourage à lever la main. Sinon, comme ma collègue Mélanie l'a dit, vous pouvez écrire vos questions dans le clavardage. Donc, merci beaucoup à tout le monde et bon webinaire. Excusez-moi, Donc, pas dans c'est le à vous. clavardage, dans la section questions-réponses pour les questions. Merci. Et non dans le Merci. clavardage. Donc, c'est à toi, Julienne, je te passe la parole. Merci Lamia, merci Mélanie, merci à tout le monde d'être présent. C'est vraiment un grand plaisir vraiment de vous accueillir parmi nous. Donc, comme on l'a déjà présenté, je suis enseignante ici à l'ETS et on va s'entretenir sur la motivation et l'engagement des étudiants, un projet qu'on a réalisé. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous réfléchissiez un peu à travers ces 2 petites questions. Quelles difficultés rencontrez-vous le plus souvent à propos de la motivation de vos étudiants? Et est-ce qu'avez-vous déjà participé aux ateliers de formation pédagogique sur la motivation et l'engagement? Donc, juste un peu réfléchir là-dessus. Donc, l'objectif de notre webinaire… Julienne, excuse-moi, tu es dans une petite fenêtre comme tout le monde, puis il faudrait partager l'écran pour que tout le monde puisse voir votre écran. L'écran a l'air partagé. Donc, vous ne voyez pas l'écran ici? On te voit comme une participante. Est-ce que là, vous voyez tout l'écran? Non. Moi, je vois l'écran au complet. Ouais. Moi aussi, Lamia, il faut que tu mettes ton affichage intervenant, Lamia. Parfait. Donc, je m'excuse. Oui. Merci. Donc, je vais remettre ça juste en mode pour que vous puissiez lire. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, les 2 petites questions, juste pour réfléchir là-dessus. Et l'objectif de notre webinaire, c'est vraiment de présenter les données de recherche sur la motivation et l'engagement qu'on a réalisé ici à l'ETS pour les étudiants. Présenter également une formule d'atelier qu'on a utilisée durant ce projet et beaucoup plus inspirer les personnes enseignantes à adopter des nouvelles stratégies pour motiver les étudiants. Donc, cette présentation va se dérouler en 3 parties. La première partie, c'est d'abord vous présenter le contexte, dont la théorie aussi, et également la formule de l'atelier qui sera présentée par mon collègue Jean-François, dont l'innovation de cet atelier, ça consiste en quoi les retombées. Et à la fin, nous allons présenter une conclusion. Donc, je vais donner la parole à mon collègue Jean-François déjà pour vous faire une mise en contexte un peu de l'ETS dans son ensemble. Je vais revenir à l'écran ici. Oh, attendez, je n'ai pas mis le bon. Donc, oui, à l'ETS, ici, on a une formation axée sur la pratique, hein, naturellement. Donc, on a tout un programme là, fait avec des enseignements généraux jusqu'à des départements qui mènent à des départements de génie. Moi, j'enseigne dans le département de génie électrique. Et puis ici, dans la problématique sur laquelle Julienne travaille, donc la motivation, l'engagement des étudiants, bon, ça touche l'ensemble des cours, que ce soit des enseignements généraux, des cours de génie comme le mien. Moi, j'enseigne un cours de 2e année en génie électrique. Et puis, je vais te laisser, toi, Julienne, faire le lien avec le cours de chimie dont tu es responsable comme chargé de cours. Mais dans mon cours, moi, DD 400, de méthodologie de conception en génie électrique que j'enseigne depuis près de 20 ans, ça m'a levé l'intérêt quand j'ai vu annoncer ça, le programme d'accompagnement pour la motivation de l'engagement. Je me disais, ça fait longtemps que j'enseigne, il me semble que ça roule bien, je sais c'est quoi l'engagement et la motivation. Ben non, j'ai appris encore des choses. C'est toujours bon de se faire rappeler les bases de la motivation et de l'engagement. Puis plus tard dans le webinaire, je vais vous partager un peu comment j'ai reçu l'accompagnement de l'atelier monté par Julienne puis le bureau de soutien à l'enseignement de l'ETS.
Puis après, comment je l'ai appliqué dans mon cours. Puis là, je vais vous donner plus tard dans l'atelier, c'est un petit teaser là, pour ne pas rester jusqu'à la fin, pour vous dire quelle retombée ça a réellement eu, moi, comme enseignant, qui avait de l'expérience, mais qui réalise qu'on peut toujours apprendre. Donc, puis les étudiants aussi évoluent dans nos classes. Donc, les éléments qui les motivent, qui les gardent engagés, ne sont pas nécessairement les mêmes qu'il y a 30 ans aussi. Donc, merci. Merci beaucoup. Donc, merci Jean-François. Donc, juste pour vous mettre un peu, continuer dans la même lancée que Jean-François vient de vous mentionner, l'ETS a quand même une particularité, c'est qu'on n'a pas un programme contingenté ici en génie. Donc, on accueille les étudiants de tous les niveaux. Alors, dans le cadre donc, de ce contexte, moi, je donne un cours de chimie, chimie des matériaux, CHM 131, et ce cours est donné aux étudiants de soins, de fin de semaine et de jour. La particularité, c'est que moi, j'ai souvent donné ce cours aux étudiants de soir et de fin de semaine. Et c'est un cours de 4 crédits. Donc, vous conviendrez avec moi que c'est quand même beaucoup de crédits là pour les étudiants. Donc, 4 crédits, et donc ça prend 3 heures de cours et 3 heures de TP avec 30 minutes de pause pendant les cours. Donc, les heures de contact pour les enseignants et les étudiants, c'est environ 5 à 6 heures de contact par semaine. Et à certains moments, ça peut aller à 6 heures de contact par jour pour la même journée, quand c'est un cours de fin de semaine. Donc, il y a vraiment un grand défi là-dedans parce qu'on a des étudiants de soir et de fin de semaine. Et j'ai pu constater dans mes étudiants de soir et de fin de semaine qu'ils avaient l'air démotivés. Il y avait des étudiants qui somnolaient durant le cours, fatigue de travail, de fois, ce qu'ils mentionnaient, ou alors on avait un taux d'absentéisme qui était un peu élevé. On parle autour de 35 étudiants par classe et on a retrouvé à certains moments 10 à 15. C'est quand même assez prononcé. Donc, ce constat, je l'ai partagé avec certains de mes collègues et c'était quelque chose qui se faisait voir également dans d'autres cours qui se donnaient le soir ou les fins de semaine. Ça suscitait vraiment ma curiosité pour voir un peu est-ce que c'était quelque chose qui était juste pour ces cours-là ou alors c'était pour tous les cours de soir et de fin de semaine à l'échelle institutionnelle. Donc, d'où le besoin de regarder un peu, pousser un peu plus loin et voir si c'était vraiment un phénomène observé dans tout l'ensemble de l'ETS. Donc, j'ai poussé un peu cette réflexion un peu plus prononcée. Je suis allée prendre des cours à l'université de Sherbrooke. Donc, personnellement, je me suis dit, je voulais motiver mes étudiants parce que pour moi, je trouvais que c'était important de chercher des outils. Comme j'avais déjà enseigné à l'université de Sherbrooke, également dans le même cadre des cours de chimie que j'avais donné là-bas, et durant la période où j'étais à l'université de Sherbrooke, on avait comme une obligation de suivre des formations en pédagogie. Et alors, je me suis dit, c'était vraiment un endroit où je savais que je pouvais aller chercher des outils pour motiver mes étudiants. Je commençais à prendre des cours et progressivement, je me suis rendu compte que j'avais vraiment des effets concrets dans ma salle de classe. Je voyais comment ça changeait vraiment la dynamique de mon cours. Et après avoir pris plusieurs cours, finalement, j'ai eu une réflexion un peu plus poussée pour voir un peu est-ce que je pouvais le mettre en application dans tout l'ensemble de l'institution. Et je me suis inscrite au programme de doctorat professionnel en éducation. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment conceptualiser vraiment cette problématique pour voir un peu est-ce que ça touche l'ensemble des étudiants et comment est-ce qu'on pourrait mieux remédier à ça. Donc, dans le cadre de ce projet-là, doctorat professionnel, on est appelé à faire 2 projets. Donc, le premier projet, c'est un projet où on essaie de voir l'état de lieu de la situation, voir un peu est-ce que les étudiants ont vraiment un problème de motivation ou pas. Donc, ici, on parle vraiment du premier projet. Et le deuxième projet, c'est un projet d'intervention. Ça veut dire que c'est dans le cadre de recherche-action. Donc, ça veut dire que s'il y a vraiment un problème qui existe, il faudrait qu'on trouve un peu des moyens, comment est-ce que résoudre ou remédier cette problématique. Et donc, dans le cadre du deuxième projet, qui est le projet d'intervention, moi, j'ai utilisé comme outil l'atelier de formation et comme levier les enseignants. Et dans le cadre de ce projet, je devais mesurer les impacts sur les enseignants et qui ont reçu la formation sur l'atelier de motivation et d'engagement et les effets également sur les étudiants.
Donc, je vais d'abord commencer par vous donner la définition de la motivation d'après le dictionnaire en éducation de Legendre. Donc, d'après Legendre, la motivation se définit comme le désir et la volonté que la personne va avoir et qui va avoir pour viser un objectif et qui va correspondre vraiment aux besoins qui s'est donné. Bio, pour lui, va définir la motivation pas comme quelque chose de statique, mais comme quelque chose qui va varier. Il va parler de la dynamique motivationnelle. Donc, dans cette dynamique motivationnelle, la motivation va tirer ses sources dans la perception que l'étudiant aura de lui-même d'abord et de son environnement. Et ça aura des conséquences. Ça va l'amener soit à s'engager, à accomplir l'activité pédagogique, persévérer dans le but d'apprendre. Et Bio trouve que cette dynamique motivationnelle est influencée par plusieurs facteurs externes qui regroupent en 4 grandes catégories. D'abord, il va parler du facteur relié à la salle de classe. Ce facteur relié à la salle de classe va comprendre les activités pédagogiques que nous proposons aux étudiants, le climat de la classe à l'intérieur duquel l'étudiant va travailler, l'enseignant lui-même, dans notre posture, l'évaluation, les récompenses et les sanctions qu'il va avoir. Le deuxième facteur, c'est le facteur relié à l'institution. Vous savez, à l'institution, on a souvent des règles qu'on met et on a également des horaires qu'on va appliquer. Ces facteurs également influencent la motivation de l'étudiant. Et on a également un autre facteur qui est le facteur relié à la société. La valeur que la société va accorder à l'éducation également et les lois, c'est également des choses qui vont influencer la dynamique motivationnelle. Puis, on a le facteur relié à la vie personnelle de l'étudiant. Dans ce facteur, on a vraiment la famille dans laquelle il se trouve, les amis et le travail d'appoint. Maintenant, pourquoi avoir choisi le cadre de Vio? Il existe d'autres cadres. Il y a des cadres qui vont nous dire vraiment les 2 pôles de la motivation, les pôles extrêmes de la motivation, mais pas comment est-ce qu'il faut le mettre en application pour aller motiver les étudiants. Donc, le cadre de Vio, sa particularité, c'est que c'est un cadre simple. Donc, il prend vraiment sa source, donc c'est un cadre simple qui utilise vraiment l'enseignant. L'enseignant vraiment peut, à travers l'activité pédagogique, aller motiver son étudiant. C'est également un cadre où on essaie de voir vraiment comment la motivation se manifeste, également comment est-ce qu'elle est influencée. C'est le pourquoi le cadre de Bio, c'est un cadre qui est vraiment pratique pour les enseignants. Il prend vraiment l'activité pédagogique au cœur de l'apprentissage de l'étudiant. Et là, je vais vraiment essayer de vous montrer de façon générale les différentes parties de ce cadre de Bio. Donc, comme vous pouvez voir, on a l'activité pédagogique sur laquelle l'enseignant va utiliser comme un levier. On a les déterminants, on a les indicateurs et on a l'apprentissage. Donc, ça, c'est le cadre de Vio présenté. Et on va voir que dans ce cadre de Vio, c'est vraiment, il le décrit vraiment comme un phénomène qui est très complexe parce qu'il va avoir des interactions entre les sources qu'on appelle les déterminants et les manifestations qu'on va appeler les indicateurs. Et ça, là, ça va avoir un effet externe sur l'étudiant. Donc, ce n'est pas seulement l'enseignant qui est le seul responsable de la motivation de l'étudiant. Il y a d'autres facteurs comme ceux qu'on vient de vous montrer. Donc, parlant des déterminants et des sources, on va voir le déterminant, la perception que l'étudiant aura de la valeur, de l'activité qu'on va lui proposer, dire pourquoi est-ce que je veux le faire, c'est quoi l'importance. On va revenir là tout à l'heure. On va voir également la perception que l'étudiant va avoir de la compétence par rapport à l'activité qu'on va lui demander de faire. Il va chercher à savoir est-ce que je suis capable de le faire ou pas. Puis, on a la perception de la contrôlabilité. L'étudiant aimerait avoir son mot à dire. Maintenant, parlant des indicateurs sur l'engagement, on va avoir le côté affectif, on va avoir le côté cognitif et on va avoir le côté comportemental. Comme vous pouvez le constater ici, vous voyez que l'engagement et la persévérance sont l'un par-dessus l'autre. Donc, ils ont vraiment le même
le même poids. Mais ce qui diffère de l'engagement et de la persévérance, c'est que c'est par rapport à l'attitude que l'étudiant va avoir par rapport à une difficulté. Et ici, ces trois déterminants-là ont également une même valeur. Donc, ils ont une influence réciproque. Donc, il faut toujours maintenir les trois déterminants pour pouvoir motiver nos étudiants. Et là, à partir de là, l'étudiant donc va s'engager dans son apprentissage et il va réussir. Vous voyez, c'est une boucle vraiment fermée. Et à ce moment, l'étudiant serait encore motivé, il va encore commencer à s'engager et ainsi de suite. Maintenant, je vous présente un des déterminants qui est celui de la valeur. Comme je viens de vous mentionner, la valeur, c'est vraiment dans le sens de la perception de l'importance, plutôt que dans le sens du beau ou du bien. Donc, c'est vraiment l'utilité que l'étudiant va accorder à l'activité pédagogique qu'on va lui proposer. Donc, on peut voir qu'à ce moment-là, l'utilité, ça peut être scolaire, ça peut être social, ça peut être également professionnel. Donc, on voit également que d'autres recherches disent que c'est l'importance première en tant que telle pour la motivation des étudiants. Le deuxième déterminant ici, c'est le déterminant de la compétence. L'étudiant veut se sentir à la hauteur de faire l'activité qu'on lui propose. L'étudiant peut avoir l'estime de soi, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il sent qu'il est compétent par rapport à l'activité qu'on lui propose. Donc, Bandura parlera de la capacité d'exécuter une tâche de conduite qu'on lui donne. Et on a également le troisième déterminant qui est la contrôlabilité. Donc, la contrôlabilité dans le sens d'autonomie. L'étudiant veut savoir s'il a son mot à dire dans ce qu'on lui demande de faire. C'est souvent très difficile pour les enseignants de savoir ce qu'on souhaite déléguer à nos étudiants ou ce qu'on veut négocier avec eux. Donc, si vous regardez dans le plan stratégique 2023-2027, le ministère de l'Enseignement supérieur dira qu'il faut offrir aux étudiants un choix pertinent qui concorde à leurs valeurs et centres d'intérêt. Donc, vous voyez ici qu'on attire notre attention sur deux des déterminants, celui du contrôle et celui de la valeur. Donc, ici, je vous présente donc les premiers, les résultats de la préliminaire de la première partie. Donc, on a fait un sondage sur 460 étudiants. Donc, sur une échelle de Likert 1 à 5, 1 étant la plus petite valeur et 5 la plus grande valeur. Donc, on avait envoyé 48 questionnaires en ligne. Ça avait été approuvé par le certificat éthique de recherche de l'Université de Sherbrooke et celui de l'ETS. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment beaucoup plus seulement sur la motivation et l'engagement compte tenu du temps. Donc, on avait, comme c'était durant la pandémie, on avait essayé de faire le sondage sur la modalité en ligne et la modalité en présentiel. Et ça, c'était à l'échelle de tous les départements à l'ETS. Comme vous pouvez le constater, présentement, l'ETS a grossi. Il manque 3 de nos départements, mais c'était juste ce qu'on avait fait à l'époque parce qu'à ce moment-là, ce sont ces départements qu'on avait. Donc, vous pouvez voir ici que la modalité en ligne, là, en orange et en bleu, en présentiel, pour le département de génie des technologies de l'information, on va voir qu'on a la plus grande perception des étudiants sur la motivation. Et c'est la plus faible quand c'est en présentiel. Mais si on regarde par contre le département de génie mécanique, on va voir que la plus grande perception qu'on va avoir ici, la plus grande valeur, le plus gros score qu'on va avoir, c'est celui de la motivation en présentiel. Et le plus bas score qu'on va avoir, c'est celui de la motivation, la perception des étudiants sur la motivation en ligne. Donc, pour cette première partie, si vous avez des questions, avant d'engager la deuxième partie qui concerne la motivation, je vous donne la parole. Donc, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair ou vous voulez avoir des précisions sur ce qui a été mentionné par Julienne, vous pouvez
prendre la parole, sinon on passera à la suite. Est-ce qu'il y a des questions dans le clavardage, Mélanie? Non, Non, ok. ça va. Parfait. Donc, on va continuer avec la dimension Ah, de attends, l'engagement. il y a Oui. Kevin qui vient de lever la main. Kevin. Ok. Bonjour. Donc, j'avais une question Bonjour. parce que moi, sur qu'est-ce que vous venez de dire surtout, moi, j'enseigne un cours en IND, informatique distribuée à l'ETS. J'ai remarqué que mes élèves étaient beaucoup plus motivés dans les cours en présence, mais dans les laboratoires, ils semblaient être plus motivés à distance. Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que c'est parce que ça semble différent à ce que vous aviez indiqué, à ce que vous aviez décrit? Oui, si je comprends bien, ta question serait, est-ce qu'il y a une corrélance avec le fait que les étudiants dans ton cours spécifique soient motivés en ligne moins qu'en présentiel, dépendamment des cours? Dépendamment de si c'est un cours ou si c'est un laboratoire. Oh oui, je n'ai pas fait de corrélation avec ça, je n'ai pas fait de recherche pour voir un peu la corrélation qui existait avec ça. Ça, c'était vraiment juste un état de lieu de la situation qui existait. Je voulais juste prendre comme le pôle de la situation. Est-ce que les étudiants, est-ce qu'il y avait moyen de dire qu'il y avait un problème de motivation au sein de l'ETS? Et juste avec ces résultats, ça me permettait de dire que pas d'affirmer qu'il n'y a pas de motivation, il y a une faible motivation, une haute motivation, mais de dire quand même qu'on voit que les chiffres étaient différents. Il n'y a pas une harmonie entre la perception que les étudiants avaient de la motivation dans son ensemble. C'est bon pour moi. Merci. Merci. Donc, je vais maintenant passer à la deuxième partie sur la deuxième partie, l'engagement et ses déterminants. Donc, l'engagement, d'après la définition encore du dictionnaire en éducation de légende, l'engagement se définit comme le temps que les étudiants vont investir pour réaliser la tâche qu'on va leur proposer d'apprentissage. Donc, certains auteurs également définissent l'engagement comme vraiment une action réelle au comportement que l'étudiant va avoir à la participation de l'activité. Le Conseil supérieur de l'éducation, en 2008, dira que l'engagement, c'est vraiment une responsabilité partagée entre l'enseignant et l'étudiant. Donc, l'étudiant a une part de responsabilité d'investir son temps. S'il veut réussir, il faut qu'il mette des efforts. On a également d'autres recherches qui trouvent que l'engagement agit comme un facilitateur principal de la réussite scolaire et de l'apprentissage. Donc maintenant, je vous présente les dimensions qui sont reliées à l'engagement. Donc, on a dit qu'on avait 3 dimensions. On a la dimension comportementale. Celle-ci, elle touche vraiment la concentration que l'étudiant va avoir par rapport à une tâche qu'on va lui demander, le respect des consignes pour réaliser cette tâche. Puis, on a l'engagement du côté cognitif qui va aller vraiment sur l'effort, l'utilisation vraiment des méthodes d'apprentissage, que ce soit métacognitive, dont la volonté d'offrir des efforts. Et on a l'engagement, on a la dimension affective qui touche beaucoup plus l'émotion. Donc, l'émotion peut être positive ou négative. Dans le cas négatif, on va parler de l'anxiété, du stress, donc les valeurs et les intérêts. Donc, maintenant, je vous présente les résultats préliminaires également qu'on a obtenus de l'engagement, de la perception de l'engagement de ces étudiants. Donc, comme vous pouvez le constater, on regarde le génie de construction, génie logiciel, génie de la technologie de l'information. On va voir qu'ici, entre la modalité en ligne et la modalité en présentiel, l'écart était vraiment réduit. Par contre, quand on voit les autres départements ici, on voit que l'écart est plus prononcé. Tout ceci nous a amené à quoi? Tout ceci nous a amené à se dire qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau d'harmonisation de la perception des étudiants sur l'engagement et sur la motivation. Et donc, le but maintenant dans le deuxième projet, c'était d'intervenir pour favoriser la motivation et l'engagement des étudiants. Alors là, j'ai utilisé comme levier les personnes enseignantes et comme outil l'atelier de formation. Donc, le but ici, c'était que les enseignants puissent comprendre la dynamique motivationnelle et les impacts afin de développer vraiment des pratiques pédagogiques qui les permettraient de favoriser la motivation et l'engagement dans leur salle de classe.
c'était aussi une façon d'encourager ce côté réflexif et l'amélioration continue. Vous savez que les étudiants qu'on a, ça évolue. Nos étudiants changent, ce n'est pas comme les étudiants d'avant. Ça fait que ça pourrait aider également les enseignants à se remettre en question sur les pratiques utilisées. Ici, je vous montre de façon générale, là, je n'ai pas besoin vraiment que vous lisez, de façon générale, les affiches que j'ai utilisées quand je voulais solliciter les enseignants. Donc, j'essayais un peu de leur montrer quand même le plan du projet dans son ensemble et beaucoup plus dédié à quel moment est-ce que je devais faire des interventions. Donc, ils devaient suivre d'abord l'atelier et par la suite, on devait aller évaluer l'impact de l'atelier sur leur pratique pédagogique également et l'impact sur les étudiants qu'ils avaient enseignés. Donc, c'est beaucoup plus cette partie-ci des sciences que je veux plus vous montrer de façon plus développée. Donc, le modèle de l'atelier que j'ai utilisé, l'atelier de formation pour les enseignants, c'est quelque chose qui existe déjà à l'ETS. Donc, quand je suis arrivée, il y avait 2 ateliers qui étaient déjà qui étaient déjà fonctionnels. Donc, moi, j'avais pour mission, durant mon stage, de faire des ateliers sur les pédagogies actives et sur la motivation. Donc, cet atelier-ci, sur la motivation, je l'ai scindé en 4 étapes, en 4 sciences. Donc, la première science, c'était la pré-atelier. À l'intérieur de cette science-ci, je souhaitais vraiment préparer les participants qui étaient les enseignants. Donc, j'ai présenté les objectifs globaux dans cette séance-là. Il y avait également des questionnaires que les enseignants, à l'avance, je les envoyais, auxquels ils devaient répondre pour que je sache au moins quels étaient leurs besoins et quelles étaient leurs attentes. Donc, l'objectif était de susciter une première réflexion sur les enjeux de cette formation et que chaque participant ait une dynamique d'engagement volontaire. Donc, dans la deuxième partie, c'était vraiment présenter la théorie. Donc, celle-ci s'est passée vraiment de façon, c'était des exposés interactifs où je présentais les théories de la motivation, je présentais également des expériences, des études des cas, des études que moi j'avais déjà vécues. Et le but était ici d'outiller vraiment, de mieux outiller les participants pour comprendre que les leviers de cette motivation et explorer les stratégies d'engagement et de partage pour que ce soit plus efficace dans leur pratique. Donc, tout ceci, c'était vraiment de façon collaborative. Dans la troisième partie, on avait une analyse réflexive des pratiques. Dans l'analyse réflexive des pratiques là, on invitait vraiment les participants ici à avoir une posture réflexive sur leurs propres pratiques qu'ils appliquaient. Donc, on avait des discussions et cela se passait à travers un co-développement. Donc, on discutait des retours de discussion, des expériences vécues, donc des échanges. Donc, c'était vraiment un moment d'identifier les points forts, les difficultés rencontrées par les participants. Et l'objectif, c'était de développer l'esprit critique et de favoriser l'apprentissage continu. Et dans la quatrième partie, donc, la quatrième partie, c'était la session d'après. Les 3 premières parties se sont passées durant la session d'automne et durant la session d'hiver, ils avaient à mettre tous ces concepts-là en application. Et moi, ce que j'essayais de faire un suivi, surtout au début de la session. Je les envoyais des messages pour les demander, pour les rappeler, parce que je trouvais que c'était le bon moment de mettre en application le déterminant de la valeur. Donc, il y avait vraiment un suivi personnalisé par rapport à ça. Donc là, je vous présente de façon générale également encore juste quelques petits résultats de ce qu'on a pu avoir sur cette deuxième partie-ci, le projet d'intervention. Donc, les participants qu'on a pu obtenir, on avait 12 participants, parmi lesquels Jean-François, merci. Et on a aussi obtenu les volontaires qui étaient les étudiants des enseignants qui avaient suivi cette formation. On avait obtenu environ 80. Donc, il y avait 13 questions également qui les étaient envoyées. Et dans cette deuxième partie, on avait 2 approches. Pour les enseignants, il y avait un sondage et il y avait également des entrevues semi-dirigées. Et j'ai eu l'aide de ma collègue Lamia, très, très appréciée. Et on avait également le questionnaire qui était juste réservé pour les étudiants.
Donc, je vous présente vraiment encore là juste quelques résultats préliminaires. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la perception sur la motivation des enseignants, ça veut dire comment les enseignants perçoivent la motivation de leurs étudiants et comment les étudiants perçoivent leur motivation eux-mêmes. Et là, ça nous a donné une valeur autour de 3,95 pour les enseignants et 3,54 pour les étudiants. Donc, il était également question ici de voir l'appréciation de l'atelier dans son ensemble. Et là, je me suis inspirée des recherches que le GRIP avait déjà faites sur les ateliers de formation non crédités. Mais j'ai ajouté un nouveau concept, celui, est-ce que c'est applicable au contexte qui est applicable en rouge. Donc, comme vous pouvez le constater, les résultats dans l'ensemble, on a des valeurs toujours sur une échelle de 1 à 5, autour de 4. Donc, est-ce que la durée était adéquate? On va voir que la majorité disent à 72% oui. Donc, les ressources complémentaires, ils ont bien apprécié ça. Le thème de formation également, les réponses par rapport à ce qui s'attendait au départ et l'outil comme développement, selon eux, ils trouvent que sur une échelle de 5, c'est autour de 4. Donc là, je vais laisser la parole à mon collègue Jean-François qui va vous présenter le retour de terrain qu'il a eu par rapport à ça. Puis, avant d'aller là, est-ce que tu veux laisser la place à des questions en lien avec la formule de l'atelier? Oui. S'il y a des questions. Si vous avez des questions sur la formule de l'atelier, s'il vous plaît. Je pense que c'était assez clair. Oui, c'est ça. Merci, Julienne. Donc, c'est le temps de passer à Jean-François qui va parler de son expérimentation. Parfait. D'accord, merci. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis professeur en génie électrique, passionné par la pédagogie et la qualité de l'enseignement. Et moi, j'arrive dans l'histoire avec ce que vous avez vu sur la diapo, l'affiche qui avait été lancée à quelques enseignants. Êtes-vous intéressés de participer à cet atelier? Puis je dis, ben oui, pourquoi pas? Ça va me rafraîchir un peu l'esprit sur qu'est-ce qui motive, et qu'est-ce qui fait que les étudiants s'engagent dans des activités pédagogiques. Et là, je me suis inscrit à ça, mais je n'avais pas tout compris qu'il y avait une belle formule d'accompagnement sur 2 sessions. J'ai trouvé ça beaucoup plus de travail que je pensais. Je pensais que j'allais à un atelier offert sur l'heure du midi une seule fois. Mais j'ai été agréablement surpris. C'est ça qui est l'élément, je pense, à retenir du webinaire aujourd'hui, c'est que ce n'était pas juste une conférence midi sur quels sont les principes derrière la motivation et l'engagement, mais il y avait vraiment un espace de discussion avec d'autres enseignants, enseignantes. Et on nous demandait de réfléchir. Donc, l'aspect réflexif, là, dans ma pratique pédagogique, dans mon cours et les 400 de méthodologie de conception, là, j'avais un sondage à répondre, des choses à écrire. Là, j'ai revu mes évaluations de cours aussi, voir c'est quoi les commentaires des étudiants, qu'est-ce que je peux améliorer. C'est là que j'ai mis le doigt justement sur un outil pédagogique que j'utilise dans mon cours, qui était plus ou moins apprécié de mes étudiants. Et là, j'ai juste à réfléchir là-dessus. Puis l'accompagnement de Julienne, puis la formule de l'atelier sur 2 sessions m'a permis justement de réserver du temps à ça. Parce qu'on est tous, si vous êtes enseignant, enseignante, professeur, on est pris dans l'enseignement, la recherche, dans plein d'autres activités. Donc, ça m'a aidé à faire ça. Fait que, ce que j'ai choisi, là, bon, je cache un peu mon écran, je vais me tasser au besoin. Voilà, merci Julienne. Donc, le cas d'étude, c'est mon cours de LE 400. Puis, je voyais qu'il y avait un très faible niveau de motivation d'engagement pour un outil d'apprentissage que j'avais intégré dans mon cours qui s'appelle Pearson Hall. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai une prochaine diapo là, qui donne un peu plus de détails, mais principalement, cette plateforme-là, vous pourrez aller voir, là, ça a été développé par Harvard pour aider à la motivation des étudiants pour les lectures. Donc, quand vous faites des lectures, vous proposez des lectures à faire à vos étudiants et étudiantes. On sait très bien que de façon générale, je pense, ce n'est pas si facile pour les étudiants de se motiver à lire de différentes façons. Donc, Pearson, j'ai une diapo, là, je ne peux pas aller dans le détail, mais qui donne une capture d'écran de l'interface. C'est une plateforme dans laquelle on peut intégrer un livre. Donc, Pearson a des ententes avec des... moi, j'ai perdu le visuel de mon côté. J'espère que c'est bon. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Oui, Jean-François. Oui, tout est beau. Donc, pardon, on a un petit... Donc, j'ai partagé mon... Parfait. Bon, on fait ça. Donc, excellent, merci. C'est bien organisé, ce webinaire. Donc, on retourne à la diapositive. Comme je vous disais, Pearson a des ententes avec des éditeurs. Donc, ils ont une librairie de livres
Donc, moi, mon livre de mon cours était disponible dans leur librairie, sur la méthodologie de conception. Donc, ça permet à l'étudiant de l'acheter, de le louer en ligne. Puis, on peut aussi ajouter des PDF et d'autres notes de cours qu'on a créées nous-mêmes. Donc, l'environnement, la capture d'écran qui s'en vient, que vous allez voir, inclut le livre de référence À obligatoire du l'instant, cours j'arrive. et des documents créés par moi-même, là, des PowerPoint, des PDF ou d'autres références là, que je veux offrir aux étudiants. Puis là, il y a des lectures suggérées qu'on fait dans le cadre d'un cours. Et cet environnement-là permet de structurer les lectures suggérées. Fait que le webinaire n'est pas sur Parasol, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça a été développé, comme je dis, par une équipe de chercheurs à Harvard. Ça fait plus de 10 ans que c'est en service. Et moi, dans mes évaluations de cours, les étudiants me disaient, ben, on n'aime pas la plateforme, on la trouve pas vraiment utile, et ainsi de suite. Je vous passe d'autres commentaires moins, moins faciles à redire comme ça aujourd'hui. Mais bref, il n'y avait pas d'intérêt des étudiants. Alors que la plateforme est faite pour engager l'étudiant dans la lecture. Je trouve ça un peu bizarre qu'il y ait une sorte de paradoxe entre l'objectif de cette plateforme-là et le résultat obtenu dans ma classe. Et là, avec l'atelier de Julien, je regardais les piliers, les déterminants que tu dis. En t'écoutant tantôt, j'en apprends encore, je me dis encore des choses que je peux faire, mais il y avait la valeur associée, la perception de valeur par rapport à cet outil-là que je suggère dans mon cours, la compétence de l'utilisation de l'outil, et puis la contrôlabilité. Donc, j'ai travaillé sur ces trois éléments-là en accompagnement avec l'atelier. Puis la session d'après, justement, j'ai ajouté des choses dans mon cours, dans le plan de cours ou dans la salle de classe, puis ma relation d'utilisation avec l'outil, et que ça a permis justement d'augmenter la motivation. Le côté engagement, je ne l'ai pas vraiment évalué encore. Ça me rappelle que c'est le mot que je pourrais encore faire. Mais bref, je vous montre ici quelques résultats là, sur une diapo. Vous pouvez aller, hein, parce que changer de diapo. Vous pouvez changer de diapo. Donc voilà, donc une autre fois, on va avoir le premier élément au niveau de la valeur. Oui. Juste la valeur. Juste la valeur. Ouais, voilà. Est-ce que c'est correct comme ça? En arrière. Non. Revenez, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a un délai aussi entre ce qu'on voit. Juste afficher Enlevez encore une fois. le texte de valeur. Enlevez une fois. Là, je vois valeur à mon écran, là. Oui, mais réflexion. une fois. Il y a un délai, c'est pour ça. Donc, au niveau de la valeur, j'ai déjà indiqué dans mon plan de cours que c'est une approche pédagogique du cours. Ça a l'air un peu simple, mais moi, je l'ai utilisé dans la classe, je l'ai demandé aux étudiants de l'utiliser, mais dans mon plan de cours, ce n'était pas officiellement écrit que j'allais utiliser cet outil-là. Donc, juste d'ajouter ça, puis quand je présente mon plan de cours, j'informais de façon plus adéquate les étudiants que c'était un outil, une approche pédagogique de faire des lectures en ligne dans une plateforme telle que Parasol. J'ai aussi, ajouté des points de participation. J'ai un peu hésité avec ça. Je me dis, c'est sûr que quand on ajoute des points de participation, la motivation, mais je ne pense pas que c'est une bonne façon de motiver. Mais bref, j'avais déjà des points de participation dans le cadre du cours que j'ai associés avec la plateforme. Donc, c'est une façon j'ai déplacé des points de participation que j'avais déjà, mais en lien avec la plateforme. Et j'ai inclus des documents supplémentaires aussi. Ça aussi, au début, je n'utilisais peut-être pas bien moi-même comme enseignant les possibilités de la plateforme. J'allais avec le livre. Puis éventuellement, j'ai ajouté le document de logistique pour le projet de session. Puis dans la plateforme, les étudiants peuvent surligner des passages, ils peuvent mettre des commentaires, tout ça. Donc, après ça, au niveau de la compétence, c'est une autre plateforme. Puis vous savez aussi, comme nous tous et toutes, là, on a toujours plein d'outils informatiques qui s'ajoutent à notre travail. Donc, les étudiants nous disaient, on a Moodle, pourquoi vous nous demandez, monsieur le professeur, d'aller sur une autre plateforme? Donc là, c'est une autre interface à apprivoiser. Donc, j'ai prévu une période d'adaptation en début de trimestre pour faire arriver tout de suite avec des lectures suggérées, plutôt une lecture suggérée test dans laquelle ils peuvent se pratiquer, ils peuvent tester l'outil. J'ai inclus une redirection dans Moodle, dans ma page Moodle officielle de l'ETS, dans notre environnement numérique d'apprentissage. J'ai rendu le passage plus rapide parce que les étudiants, en début de session, ils cherchaient c'est où les lectures suggérées. Là, c'est clair. Donc, ils se sentent plus compétents, j'imagine, d'arriver directement dans la plateforme. Le dernier élément, la contrôlabilité, expliquer comment les points sont attribués. Je pense que la façon que la plateforme est conçue, il y a un pointage derrière sur quand l'étudiant reste un certain temps dans la lecture, quand il met des commentaires, quand de ses collègues répondent à ses commentaires, ça lui donne plus de points. Donc, il y a comme un système derrière créé par Parasol que je pouvais paramétrer en fonction de mes besoins, puis de mes étudiants, puis de ma réalité, que je n'avais pas fait au départ, mais là, que j'ai pris le temps de faire. Et ça l'a aidé à amener, puis publier aussi les notes
l'étudiant voit au fur et à mesure qu'il fait ses lectures tout au long de la session, les scores qu'il obtient, puis comment il peut lui-même, il y a un peu de gamification peut-être derrière, comment il peut améliorer son rendement de lecture dans les lectures suggérées. Puis, en t'écoutant tantôt, j'ai pensé à d'autres éléments de contrôlabilité. Tu parlais aussi de, tu sais, la réalité des étudiants de nos jours, ils travaillent avec des plateformes de réseaux sociaux, tout ça, mais dans Pearsall, ils peuvent liker les commentaires de leurs collègues, ils peuvent upvoter, tu sais, comme on dit en français, mais dire que ce commentaire-là était utile pour eux. Puis quand c'est le commentaire de l'instructeur, du professeur, ça donne plus de points. Tu sais, fait que je pense que ça a permis d'amener le concept de lire quelque chose dans un environnement plus connu ou plus commun de nos étudiants modernes, des étudiantes modernes. Donc, c'est mon retour d'expérience rapide, là. Puis de toute façon, à la période de questions, là, on pourra élaborer. Ah oui, c'est vous qui chargez le diable. Je passe la parole à Julienne qui va conclure l'atelier. Non. Puis, l'autre diapo, s'il vous plaît. Puis ensuite, dans la période de questions, on pourrait échanger si vous avez besoin de plus de détails. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Jean-François. Donc, comme Jean-François, on a eu également d'autres participants et je voulais vous partager l'effet de l'atelier, les verbatins qu'on a reçus. Donc, par exemple, certaines mentions, vous voyez, P1, c'est un des participants qui mentionne. Depuis cette formation, je cherche toujours à mettre en application les déterminants sur lesquels je dois agir. Il y a un autre qui va dire ce que vous m'avez demandé de faire, hein, donc, comme ce que Jean-François mentionnait tout à l'heure, il y a certains qui ont dit, oh, ce que j'avais demandé de faire juste que vous avez demandé de mettre ça en œuvre la session d'après. Donc, la session qui suivait là, comme j'ai demandé de mettre ça en œuvre, ils ont trouvé que c'était vraiment important. Ça les a permis vraiment de l'appliquer. Puis, il y a d'autres également qui trouvent que depuis qu'ils ont participé à l'atelier, les étudiants les disent que le cours est très motivant. Donc, d'autres disent que le fait de les mettre ensemble, de discuter, donc comme à l'étape 3, de discuter, les rencontres avec d'autres enseignants, ces échanges pour eux étaient vraiment très riches. D'autres pensent qu'il faut continuer à mettre en application cet atelier. Ça ne dépend pas de moi. Et d'autres pensent que j'ai motivé... ils ont modifié les stratégies sur la valeur et le contrôle. Ça veut dire que maintenant, ils disent qu'ils prennent un peu plus de temps au début de la session à expliquer d'abord c'est quoi l'intérêt du cours et ils ont trouvé que ça a apporté un changement vraiment dans ce qu'ils font. Donc, comme bénéfice sur le plan pédagogique et dynamique, je peux vous dire que selon les retours de ces participants, ça favorise la créativité et ça stimule vraiment la pensée originale vraiment et des solutions originales de nos participants. Le deuxième point, c'est que ça a vraiment encouragé une prise d'initiative individuelle. Vous savez, de fois, les gens vont dans des ateliers de formation et ils reçoivent comme une recette et puis ils vont aller s'asseoir et puis, bon, on va le mettre en pratique quand on aura le temps, à certains moments. Donc ça amène les gens, ça encourage les gens à prendre vraiment l'initiative individuelle et collective aussi parce que... Désolée. Parfait. Donc, passer à la deuxième, bon, la troisième. Donc, on voit que les bénéfices également, ça a développé une intelligence collective, donc dans le partage des idées avec les participants. Donc, le quatrième point des bénéfices de cet atelier, vous pouvez aller cliquer sur le suivant, s'il vous plaît. Oui. Bien, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus. Quatrième point, ça a permis un engagement de cette posture réflexive, comme Jean-François venait vraiment de le mentionner. Donc, ça facilite vraiment l'auto-analyse de ses propres pratiques. Hein. Et en cinquième point, c'est vraiment une transformation. Donc, vous voyez quand même que Jean-François, il est expert en sa matière. C'est comme je disais également aux participants, je sais que vous êtes des experts dans votre matière, dans vos matières respectives. C'est vraiment juste un moyen de se mettre comme à jour par rapport aux étudiants qu'on a. Donc, le point suivant, s'il vous plaît. Oui, c'est moi qui n'ai pas rapide. Oui. Donc, en conclusion,
En conclusion, ce que je vais vous dire, c'est que favorisons la motivation et l'engagement des étudiants en utilisant dans nos activités pédagogiques la valeur, le contrôle et la compétence. Donc, harmonisons nos pratiques par une réflexion vraiment collective pour remédier à la perte de la motivation. Et ça m'amène à des données de Denis Bédard et Vio qui disent que quand les étudiants arrivent à l'université, ils viennent quand même avec un degré de motivation élevé et progressivement, on voit que la motivation, ils perdent leur motivation. Donc, la clé, c'est vraiment de pouvoir maintenir cette motivation avec laquelle les étudiants entrent à l'université. Donc, à vous la parole maintenant de poursuivre cette réflexion dans vos institutions. Vous êtes des acteurs clés de la réussite des étudiants. Et merci beaucoup, Julienne, c'est super intéressant. Oui, je te laisse terminer si tu veux pour conclure. Ouais, donc je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ça. Et je ne peux pas clôturer vraiment cette présentation sans remercier vraiment mon comité de direction qui m'a vraiment accompagné. C'est vraiment tout un gros travail. Donc, Denis Bédard, Patrick Thériault et Nadi Brandy. Je tiens également à remercier sincèrement Sylvie Doré, l'ancienne doyenne ici à l'ETS, pour son aide précieuse en mémoire de son soutien. Malheureusement, elle n'est plus avec nous. Je remercie également Michel Huneau. C'est vraiment la personne qui m'a ouvert la porte. Ça veut dire, quand je suis venue avec le projet, vraiment sans hésiter, il a dit oui, je suis d'accord que tu puisses faire le projet. Ça prenait quand même quelqu'un à l'ETS qui prenait l'engagement de me donner cette chance de faire ce projet. Je veux aussi remercier les enseignants et tous les étudiants qui ont participé à l'élaboration de ce projet. S'il n'y avait pas ces enseignants comme Jean-François, Monsieur Dageriva, je vais citer vraiment leur nom, Douit, Kouam, Fourman, Hager, Moter-Sirno, Nemery, Wallet Plamondon, Rabat, Bensanté, on n'aurait vraiment pas eu cette science aujourd'hui. Je tiens vraiment à remercier ces enseignants qui se sont engagés de façon volontaire. J'ai également Sylvie Gervais qui m'a accompagnée, Carl, notre technicien, Lamea, qui s'est donné volontaire comme conseillère pédagogique ici à l'ETS pour être avec nous durant toutes ces séances, et Catherine Tremblay, qui est responsable au service de la vie aux étudiants. Donc, je remercie également toute l'équipe du décanat des études avec qui j'ai travaillé. Et je remercie également mes enseignants de l'Université de Sherbrooke qui m'ont vraiment accompagné et tous les gens de près ou de loin qui ont participé à l'élaboration de ce projet. Donc, je vais céder la parole à Jean-François également, s'il y a un mot à dire pour… J'ouvrirai la période de questions. En fait, allons-y avec vos questions. J'aimerais vous entendre si vous avez des questions, soit sur la partie plus théorique, plus expérimentale de mon côté. Parce qu'il y a aussi tout n'est pas rose. Pardon, Jean-François, ça serait bien que si Carl est avec vous, qu'il puisse partager votre image, parce que là, on ne vous voit pas. Donc, ça serait bien qu'on ait un… Nous, on se voit. Nous, on se voit, on ne sait pas comment. Non, je pense qu'on nous voit. Vous êtes certain que vous ne voyez pas? Non. Non. Je vois Mélanie dire non. Puis… OK. Parce que nous, on a toutes les mosaïques de tout le monde. On est dans une mosaïque. Donc là… Désolé, le système a vraiment planté ici. C'est vraiment hors de notre contrôle. Parfait. Mais on vous entend très bien. Puis, il y avait Mme Diane Yao qui avait une question pour Jean-François. Elle l'a écrit dans le clavardage, mais je vais lui laisser la parole à Mme Yao. Bonjour, mon nom c'est Diane Yao. Je ne suis pas du milieu de l'ETS, mais enseignante doctorante qui s'intéresse à la diversité des besoins particuliers d'apprentissage. Et ma question s'adresse plus particulièrement à Jean-François quant aux défis rencontrés durant l'intervention. Parce que je crois savoir, je ne sais pas si pour pouvoir mettre en place cette petite intervention auprès des étudiants, en général, nous les enseignants, on doit composer
avec les objectifs à atteindre, les compétences à faire développer, sans vraiment avoir de ressources supplémentaires. Et donc, de travailler dans un tel cadre, quels ont été les défis rencontrés si jamais il y en a et les ajustements qu'il a apportés pour faciliter le processus? Ben, excellente question. Effectivement, moi aussi, je vis des enjeux de support dans la tâche d'enseignement et de la recherche à l'ETS. Je pense qu'on l'a tous. Et moi, l'outil, je l'avais déjà intégré dans mon cours. Tu sais, c'est pas l'idée d'utiliser Pearsall n'est pas venue de l'atelier. Je l'utilisais depuis 2 ans déjà. Donc, et j'étais sur le point de l'abandonner, en fait, parce que je voyais les retours des étudiants dans les évaluations. Je me disais, bon, ben, je croyais que ça serait bien reçu, mais finalement, ça ne s'est pas bien reçu. Puis l'atelier m'a juste fait éveiller sur mieux l'intégrer, mieux l'annoncer. Donc, j'ai pas, tu sais, je vous dirais qu'une fois que j'avais ce coaching-là pédagogique, si on peut dire, là, sur l'intégration de l'outil, ça ne m'a pas demandé beaucoup de temps supplémentaire dans mon enseignement. Tu sais, en classe, j'ai préparé peut-être un 4-5 diapos supplémentaires pour le premier cours pour mieux introduire l'outil. Comme je l'ai dit, j'ai édité mon plan de cours. Oui, j'ai passé un peu de temps de configuration dans l'outil, c'est vrai, tu sais, pour le suivi des notes, quand les étudiants font les lectures suggérées. Fait que j'ai passé du temps à paramétrer l'outil que moi-même j'avais choisi. Et l'outil, ce n'est pas un outil officiellement supporté par l'école. Pearsall, donc, ce n'est pas un outil pour lequel je peux faire un appel de service, dire pouvez-vous m'aider, comme Moodle, par exemple. Donc là-dessus, je m'en vais sur un champ. J'avais déjà choisi de sortir du cadre supporté de l'école. Mais je suis d'accord avec vous que il y a un certain investissement de temps pour l'outil que j'avais choisi, mais dans d'autres situations, tu as vu il y a eu plusieurs autres enseignants que tu as accompagnés. Là. Ouais. Je ne sais pas si tu as d'autres. Oui, c'est ça. Donc, pour revenir vraiment dans la même lancée, je dirais que le but justement de l'atelier au départ, je les avais promis que ce n'était pas pour les ajouter une charge de travail supplémentaire. C'était vraiment trouver quelque chose sur lequel ils travaillaient déjà, mais maintenant réfléchir sur comment est-ce qu'ils l'utilisaient. Parce que si ça devenait comme une charge additionnelle, ce n'aurait pas été facile pour les participants de s'engager. Moi, c'était vraiment dans l'optique de je veux qu'on revienne avec ce que vous utilisez et comment est-ce que vous les appliquez, quels sont les points forts, quels sont les points faibles que vous avez constatés. C'est sûr qu'il y a une remise en question qui doit se faire, dont un temps pour ça, mais pas plus. La majorité, justement, c'est ceux qui ont apprécié le fait que ça ne les demandait pas quelque chose d'extra. C'est ça. Je peux ajouter un mini-point. Un mini-point, c'est que j'ai ajouté, je ne sais pas si vous nous voyez, j'ai mis la caméra du laptop. Oui, là on vous voit, c'est parfait. Super. Un autre mini-point dans mon cours, autre que l'outil Pearsall pour les lectures, dans un des cours, je faisais un atelier où les étudiants, je leur lançais un sujet, ils devaient se regrouper en équipe puis développer une solution par rapport au sujet qui était lancé. Mais suite à ton atelier, j'ai proposé 4 sujets et là, ils devaient choisir un des 4. Fait que, la contrôlabilité. Oui, c'est ça, et peut-être la compétence. Par rapport aux 4 sujets, les étudiants se disent on va prendre celui-là, on se sent plus compétent là-dessus. Puis, il nous donne le choix, un choix. Donc, des fois, c'est des micro-ajustements là, qui me demandaient juste de mettre 3 autres sujets supplémentaires, qui n'étaient pas très difficiles à faire, puis qui a augmenté la motivation. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, allez-y, n'hésitez pas. Mais moi, je peux reprendre la balle au bon si vous êtes d'accord. J'ai une question pour vous. Si vous avez un conseil à donner à des professeurs qui voudraient appliquer, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on aimerait commencer par un petit bout, quelque part. Quel est le premier conseil par lequel vous pouvez les conseiller ou les aider? Quel bout? Comme je disais durant l'atelier, je disais aux participants, choisissez vous-même sur quel déterminant vous voulez commencer à travailler. Vous n'êtes pas forcé de commencer à travailler sur tous les déterminants. Si vous trouvez, par exemple, que la valeur, c'est lui qui est plus affecté dans votre groupe, parce qu'on dit qu'ils ont vraiment une influence réciproque. Donc, si pour vous, vous trouvez que c'est la valeur c'est quelque chose de... Et c'est ça que j'ai noté de façon générale, que j'avais des retours, que chacun venait quand même avec ce déterminant de la valeur qu'il voulait travailler là-dessus. C'est sûr que d'autres, c'était aussi la contrôlabilité. La compétence, plus ou moins, là, dans l'ensemble des participants que j'ai eus. Donc, moi, je dis qu'ils essayent de commencer avec ce qu'ils pensent vraiment le plus important pour eux. Et ça aide beaucoup. Commencez vraiment avec le déterminant que vous trouvez. Juste
commencer un cours et prendre du temps avant de s'engager vraiment dans la session, de ressortir et dire aux étudiants c'est quoi l'importance attachée par rapport à ce cours. Ça aide beaucoup. Moi, je prends, par exemple, à chaque début de mes cours, je prends 30 minutes. Ça a l'air que c'est beaucoup, mais à la fin, j'ai moins de temps pour courir derrière les étudiants, pour les demander. Je veux que chacun s'engage. Chacun me dise pourquoi il est là. C'est quoi l'intérêt d'être là? Et on trouve un intérêt à chacun pour qu'on parte une bonne session. Et par la suite, quand ils s'absentent, d'eux-mêmes, ils m'envoient des messages pour me dire « Oh, madame, excusez-moi, vraiment, j'avais signé un engagement avec vous. J'ai été malade. » Donc, ce sont des petits gestes qu'on essaie de faire là. Donc, c'est ça. Donc, juste choisir ce qui les convient le plus. Vous, Jean-François, quand vous avez décidé de faire un changement dans à l'intérieur de votre cours, comment vous avez ciblé en fait celui qui correspondait le mieux à la formation que vous avez suivie? C'est vraiment les évaluations de cours. Je suis allé voir les commentaires des étudiants dans les évaluations de cours. J'ai regardé quelques sessions antérieures, j'ai regardé les évaluations de cours. Puis normalement, j'ai des bonnes évaluations. Je suis un passionné de pédagogie, je me renouvelle, donc je suis dynamique, généralement, ça va bien. Après ça, il y a toujours des choses à améliorer. Puis celui-là, je le voyais qui revenait, cet outil-là. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Par rapport aux autres étudiants. Sinon, à chaud, je réfléchissais en t'écoutant, Juliane, en premier cours. Ça pourrait être une question qui est lancée sans nécessairement amener de la théorie de la motivation. On peut garder ça derrière. Mais on sait qu'il y a la valeur, la compétence et la contrôlabilité. Fait que peut-être, ou à mi-session, dire, je vois que vous n'êtes peut-être pas hyper motivé. Pouvez-vous m'en parler? Puis là, avec eux, ils vont utiliser leurs mots d'étudiants pour dire qu'est-ce qui les motive pas ou pourquoi ils ne s'engagent pas dans les activités. Puis nous, derrière, on peut dire, ça rentre dans la valeur, ça rentre dans la compétence, les problèmes sont trop difficiles ou ça rentre dans la contrôlabilité. Puis là, on se fait un petit débrief après ça avec le bureau social d'enseignement, par exemple. Parfait. Mais je vois que Jules est présent. Jules, si tu es à l'aise, est-ce que tu pourrais partager ton expérience aussi? Tu faisais partie des personnes qui avaient assisté à l'atelier et donc suivi. Oui, alors bonjour à Jean-François et à Julien. Je suis l'un des participants à cet atelier. Je vais avouer qu'au début, j'étais un peu perplexe. Je ne savais pas qu'est-ce que ça allait pouvoir donner. J'ai l'avantage de donner un cours, c'est un cours de maîtrise. C'est le sigle de cours, c'est SST 805, qui est la gestion des risques liés aux procédés industriels. Alors, dans ce cours, la particularité de ce cours-là, c'est que les gens viennent d'horizons diverses. Et il faudrait présenter le cours de façon à rendre ça beaucoup plus digeste. Je m'étais rendu compte un peu par le passé que les gens, la participation n'était pas optimale. Alors, lorsque j'ai commencé à assister à cette formation, alors qu'est-ce que j'ai pu changer? Ce que j'ai pu changer, c'était, comme Julien l'a dit, c'est-à-dire qu'au niveau du premier cours, il y a une discussion, il y a un échange qui se fait avec les étudiants, c'est-à-dire que savoir quelle est la raison pour laquelle ils sont là, quels sont leurs objectifs par rapport au cours, et essayer de modérer le cours en faisant en sorte que la participation soit optimale et qu'ils soient beaucoup plus intéressés. Alors, je l'ai appliqué à la session parce que j'ai assisté au séminaire, je crois, assisté à la session d'automne, je crois, 2024, et je l'ai appliqué à la session d'hiver 2025. Et à la fin de la session, je me suis rendu compte qu'il y avait un changement, bon, on va dire pas très radical, mais il y avait un changement qui s'était fait ressentir par rapport déjà à la participation des étudiants par rapport au cours. Et par la suite, j'ai essayé, alors par exemple, la session qui vient, c'est exactement la même chose que je vais essayer d'appliquer en essayant d'améliorer, par exemple, certains paramètres par rapport à ce qui avait été fait. Donc, c'est un atelier qui m'a apporté beaucoup sur le plan pédagogique et même sur le plan d'échange avec les étudiants pour comprendre quels sont leurs véritables problèmes et essayer de voir comment améliorer la façon de présenter le cours. Donc, ça, c'était un peu l'expérience que j'ai pu avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jules, pour ton intervention. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Non, j'ai regardé une Ou dernière partage fois. d'expérience aussi, ça peut être intéressant d'avoir vos pratiques aussi. Ouais, il y a Karine. Vas-y, Karine. Oui, bonjour. En fait, je pense que la question est pour Julienne. J'aimerais savoir si il y a des conclusions qui sont ressorties en fait de toutes ces interventions, comme des conclusions qui revenaient à plusieurs reprises. Là, j'ai entendu les deux professeurs qui ont parlé. On voit que l'explication, ou en tout cas le partage des attentes de part et d'autre est très important. Pour comprendre un peu ce qu'attendent les étudiants, mais aussi le professeur en début, pendant la première séance de cours. Et je voulais savoir s'il y avait avec les différents professeurs que vous avez accompagnés, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent, on va dire, plus souvent? Oui, merci Karine. Donc, ce qui ressort le plus souvent, c'est justement ce côté de changement qu'ils ont pu constater en mettant en place vraiment ces déterminants, surtout celui de la valeur. Donc, les enseignants mentionnent que parmi les 3 déterminants, 2 fois, ils ne prenaient pas le temps pour bien le ressortir et 2 fois, c'était la façon dont ils le présentaient. Donc, le fait d'avoir suivi cette séance, ça les a permis vraiment de voir de façon détaillée l'influence que ces 3 déterminants avaient comme effet vraiment concret sur leurs étudiants. Donc, la majorité me disent c'est vraiment le déterminant de la valeur et celui de la contrôlabilité aussi. Parce que ce sont les 2 déterminants. Celui de la contrôlabilité aussi parce qu'il y a des enseignants qui avaient de la difficulté à laisser le contrôle aux étudiants. Donc, 2 fois, même quand ils donnaient des exercices, ils revenaient après pour dire vous devez faire celui-ci à la place, vous devez remettre celui-ci après. Donc, ils essayent maintenant de plus en plus de les laisser vraiment le libre choix, tout en veillant quand même, en les encadrant. Donc, vous avez tel exercice, choisissez celui par lequel vous voulez commencer, par exemple. Donc, c'est vraiment ces 2 déterminants-là. Au niveau de la compétence, là, c'est moins, mais les 2 là, c'est ceux qui ressortent le plus des enseignants. Ce que j'avais beaucoup aimé, Julienne, que tu avais proposé dans ton atelier, et on en avait discuté, c'est de laisser le choix au professeur d'aller cibler le développement de la compétence, Déterminant, ouais, qui les convient. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que je vais choisir en fonction de mon cours? Donc, ça aussi, c'est un choix qui a permis de plus la participation en fonction de ses besoins, vraiment. Et moi, je dirais aussi que la motivation même de Julienne dans son sujet et de la façon qu'elle délivre le message, ça reste dans la tête. Hein. Fait que faites attention, vous allez voir, quand vous allez enseigner, vous allez toujours penser à valeur, compétence, contrôle, oui, sur chaque activité pédagogique. Tous me disent ça, la même chose. Je crois qu'on a fait l'atelier, on est comme pris avec ça, mais d'une bonne façon, parce qu'on se questionne, mais c'est intéressant. C'est ça, merci. Ouais. Tous me disent vraiment ça, et le message, ils me disent, mais là, tu nous as donné. Mais avant la fin de l'atelier, ils m'ont dit, mais Julien, on a dit ça une grosse charge de travail. Là, tu nous obliges maintenant à penser, à changer nos affaires. Puis j'ai dit, non, c'est pas ça l'idée. Il dit, non, mais il faut qu'on le fasse parce que là, maintenant, on sait qu'on peut le faire, ça peut jouer, donc il faut qu'on le fasse. Mais j'ai eu vraiment la chance d'avoir des très bons participants. Ils étaient vraiment engagés, là, je vous dis, là, tout le monde voulait le mettre en pratique et vraiment s'y aller me chercher. Je suis vraiment contente qu'on puisse le partager. Je rêvais tellement ce jour-là pour partager ça avec vous. Là. Je suis vraiment contente. Puis, on a également, comment on appelle, un site qu'on a créé là pour la collaboration, les échanges des pratiques sur la motivation et l'engagement, Prom ETS. Donc, voilà. Et si vous avez besoin d'aide pour ces ateliers, vous pouvez toujours me joindre. Vous avez mon adresse. Je suis prête à vous aider là-dessus. Parfait. Merci. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Je te céderai la parole. Merci beaucoup à tous les participants. Merci à Julienne. Merci à Jean-François. C'était super intéressant, super motivant. J'espère qu'il y a d'autres professeurs qui pourront essayer parce que avec le témoignage et l'expérimentation, ça donne toujours un exemple concret. Donc, ça donne envie d'essayer. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je cède la parole à Mélanie. Juste pour vous dire, merci d'avoir été là. Merci à nos 2 conférenciers et conférencières, c'est vraiment pertinent. Je vous envoie dans le clavardage le sondage d'appréciation. Donc, merci de nous donner vos commentaires constructifs. On aime toujours ça, s'améliorer. Donc, je vous envoie à l'instant le sondage et bon après-midi à tout le monde. Voilà, c'est parti.